Tokyo Revengers, un manga qui est paru pour la première fois le 1er mars 2017 et qui depuis peu fait parler de lui grâce à son adaptation animée bien entendu. Depuis lors, le manga ne cesse d'avoir des florilèges de compliments, tout le monde le regarde, tout le monde commence à connaître Tokyo Revengers. Personnellement, je peux vous le dire, moi j'ai découvert aussi l'animé cette année, comme la majorité je pense, et j'ai dévoré les mangas ensuite en 2 semaines, l'intégralité des chapitres qui me manquaient, près de 200 chapitres, donc j'ai tout dévoré en 2 semaines, hein, j'ai rien laissé, j'ai pas laissé une seule miette parce que c'était trop prenant, l'histoire est trop prenante. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de faire cette vidéo sur 5 choses, ou plutôt les choses à savoir sur Tokyo Revenger. Donc on va partir tout de suite, maintenant, ici, tout de suite, on perd pas de temps, on y va. C'est parti, les choses à savoir sur Tokyo Revenger. Un format que vous connaissez sans doute parce qu'il a été décliné sur toutes les séries possibles et inimaginables, sauf qu'il n'a pas été fait sur Tokyo Revenger, donc moi je voulais le faire parce que j'adore cette série. Peu de monde en parle finalement, enfin en tout cas du manga et de l'animé. Ouais, même l'animé, personne n'en parle, donc moi je voulais apporter ma petite contribution sur cet animé et sur cette série en général, qui est quand même excellente. Moi je vous encourage à la découvrir dès que vous allez terminer l'animé. De toute façon, je pense que vous pourrez, enfin la majorité ne pourra pas s'y tenir et va aller dévorer le manga pour connaître la suite, c'est sûr et certain. Donc on y va, on ne perd plus une seconde de plus, c'est parti. Comment commencer cette vidéo sans parler de l'auteur, Ken Wakui, donc celui qui a créé la série. Il faut savoir que Ken, donc Kenichou, était un ancien furio, comprenez un jeune délinquant, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler communément chez nous des racailles, bien sûr sans être péjoratif, hein. Attention, que Dieu me garde. Ce dernier explique en effet qu'il a été viré durant 1 mois au lycée à cause de son mauvais comportement. Il s'est ensuite beaucoup retrouvé dans les Mizu Shobai. Alors qu'est-ce que le Mizu Shobai? Eh bien, c'est un terme utilisé au Japon pour désigner des activités nocturnes, où les femmes sont présentes, sans rapport avec la prostitution par contre, attention, ouais, en respect des règles. Vous connaissez sûrement le principe des bars à hôtesse, j'imagine. Eh bien voilà, c'est exactement dans ce secteur-là qu'on peut trouver ce genre d'endroit, entre autres bien sûr. C'est dans cet environnement qu'il écrit son premier manga, un seinen, nommé Shinjuku Swan. Celui-ci nous narre l'histoire de Tatsu Iko, un clochard qui va devenir une sorte d'éclaireur. Son rôle consistant à repérer certaines femmes pour le compte d'une agence. Un métier que l'auteur avouera par ailleurs avoir pratiqué avant que la ville de Tokyo ne le criminalise. C'est sûrement pour ça que Ken garde un œil critique sur le monde dans lequel il a plongé, son expérience lui permettant de gérer son histoire avec une infime précision. D'ailleurs, s'il a décidé de recourir au voyage dans le temps, ce n'est pas par facilité ni pour un quelconque amour pour la science-fiction, mais justement parce qu'il se sentait incapable de dessiner les délictueux tels qu'ils le sont de nos jours. Préférant se baser sur ce qu'il connaissait, il a donc opté pour cette finalité. Et quelque chose me dit qu'il a plutôt fait le bon choix. Je voudrais parler d'une époque où les furios avaient du style. Appartenir à une bande, du moins à mon époque, c'était surtout du folklore, du paraître. Si on en venait aux mains, c'était contre d'autres furios, pas des citoyens lambda avec lesquels on restait au contraire poli et respectueux. Ça, ce sont les mots de Kenu. Et on le voit, c'est exactement de cette façon qu'ils se sont construits des personnages faisant partie de Tokyo Manjikai. Ils ont un code d'honneur, une vision et un respect des règles malgré les querelles qu'ils entretiennent avec les autres gangs. Ils ne s'en prennent pas à n'importe qui juste par méchanceté et bassesse. C'est pourquoi ils ne recourent jamais à la lâcheté, même contre leurs pires ennemis. Le gang essaye et essaiera toujours de maintenir une certaine droiture, une certaine cohésion, même s'ils mettent des balayettes qui plongent leurs adversaires dans le coma pour au moins 2 générations. Mais ça, c'est encore une autre histoire, bien sûr. Comme beaucoup d'autres séries qui impliquent un voyage dans le temps, les téléspectateurs le placent souvent à tort dans le sous-genre isekai. Qu'est-ce que le isekai? Eh bien, c'est un type de fantasy où, en général, un ou plusieurs personnages sont transportés dans un autre monde. Un monde qui est connu d'ailleurs dans le monde où ils sont de base, c'est-à-dire un monde qui peut être perçu à travers des jeux vidéo, à travers un manga, à travers n'importe quoi. Un truc qui existe en général, un jeu vidéo souvent, hein, de toute façon. Mais ça peut être totalement autre chose, ça peut être 10 ans en arrière à la guerre froide ou n'importe quand, enfin vous voyez le principe. En gros c'est à peu près ça. Le passage à un monde alternatif à Isekai est généralement déclenché par une blessure à la tête accidentelle ou à une violente collision avec un véhicule ou n'importe quoi d'autre. Tant que c'est un peu massif, tant que c'est un peu
tant que ça peut mettre KO le personnage, quoi. C'est simplement le principe même. Dans le cas de Takemichi, justement, sa première rencontre avec le voyage dans le temps se produit lorsqu'il est poussé sur les rails devant un train débarquant à toute vitesse. Cela donne à la série une sensation semblable à celle d'un isekai puisqu'elle inclut bien cette condition du choc pour être transporté vers d'autres horizons, telle une sainte réincarnation. Mais comme il voyage dans le passé plutôt que dans un autre monde, Tokyo Revengers n'est pas considéré comme un animé isekai. Les thèmes abordés se limitent au voyage temporel, à la délinquance et à l'amitié, pas à chercher le prochain trésor de Walbabigu ou à trouver la pierre incandescente de mon cul sur la commode. Non, rien de tout ça. Les ingrédients qui, une fois mélangés, procurent ce petit éclat dans le palais. Ouais, j'ai regardé les 5 saisons de Food Wars, donc je suis un connaisseur culinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas me tester sur ça. En psychologie, il existe une notion qui consiste à faire le rapprochement avec une ancienne série pour adoucir le cœur de ses fans et les mettre partiellement dans sa poche. C'est ce que j'essaye de répliquer actuellement. Bien sûr, je plaisante, donc calmez-vous. Toutefois, si j'évoque le nom de DayZ, celui-ci ne vous est sûrement pas inconnu, que vous l'ayez vu ou non. Pour faire court, il s'agit d'une série animée sortie début 2016, devenue rapidement incontournable et populaire parmi les fans d'anime en raison de son scénario captivant et de son admirable protagoniste, j'ai nommé Satoru Fujinuma. Comme Takemichi, Satoru a été renvoyé dans le passé dans le but d'accomplir une mission de sauvetage auto-désignée qui aura pour finalité de sauver ses amis d'enfance des prises d'un criminel. Empêcher Madame la faucheuse de jouer avec ses émotions est le pivot central de cette intrigue bouleversante. Les thèmes du voyage dans le temps et de l'héroïsme se retrouvent ici avec une profonde richesse. Si vous aimez le principe de Tokyo Revenger, il est peu probable que vous n'aimiez pas IRZ. Un délinquance en moins, elles sont à peu près similaires sur certains points. Comme tout le monde le sait, la série utilise le Svastika pour représenter le gang sous la bannière de ce symbole qui génère bon nombre de polémiques peu avantageuses. Bien que Tokyo Revenger utilise le Svastika, son énorme ressemblance avec la croix gammée a posé quelques difficultés aux producteurs japonais qui se sont vus alors obligés d'effacer toute trace pour permettre une diffusion en Occident. Comme nous le savons déjà, les nazis se sont appropriés la croix gammée. Bien que certains prétendent encore le contraire aujourd'hui, ce dernier sera à jamais affecté au nazisme, se transformant depuis la Seconde Guerre mondiale en la représentation graphique de l'antisémitisme, de la haine et de la supériorité raciale. Alors certes, l'histoire devrait être montrée telle qu'elle est, qu'importe ce qu'elle comporte et le message qu'elle véhicule. D'autant plus que la censure n'est pas forcément bénéfique, puisqu'elle attire au contraire la curiosité de ceux qui la répulsent. D'un autre côté, il est particulièrement difficile d'ignorer le fait que sous ce symbole, entre 40 et 50 millions de personnes ont été assassinées uniquement en Europe, et que le Japon était un allié de l'Allemagne nazie qui a également commis de véritables atrocités dans des pays comme la Chine, Singapour ou encore la Malaisie. Bien que de nombreuses années se sont écoulées depuis cette abomination, la croix gammée est et continuera d'être historiquement et culturellement liée au nazisme. Ce n'est pas la première fois que le manji est censuré dans un animé ou un manga. Des censures avaient déjà eu lieu dans Naruto ou dans One Piece pour ne citer que. Dans ce contexte-là, il est très facile d'associer le symbole manji et toman à la violence et à la haine. Bien que le toman possède effectivement une part sombre et qui l'amène parfois à déraper, les origines de la création du groupe sont basées sur l'amitié et la loyauté. Toutefois, alors que le protagoniste voyage régulièrement dans le temps, la signification du manji est amenée à changer en permanence. Tantôt orientée vers de bonnes valeurs qui n'auraient pas grand-chose à envier à celles qui nous sont inculquées dans les couvents, elle est parfois maculée par les taches qui assombrissent son symbole, lui apportant dès lors une touche qui frôle l'abomination. Tiens donc, un symbole qui voit sa signification modifiée en fonction des actions de ceux qui l'utilisent. Ça m'évoque légèrement quelque chose. Toutefois, le seul reproche qu'on pourrait faire à cette censure se retrouve au niveau du fond et non de la forme. Des plans mal cadrés qui changent le message d'une scène, des zooms grossiers qui ne veulent plus rien dire, des cuts qui font carrément disparaître des personnages importants qui étaient censés être introduits à un moment clé, des faisceaux lumineux qui jaillissent de tous les côtés de sorte qu'on est carrément aveuglé à regarder notre écran. Bref, une véritable foire visuelle qui ne fait pas le moindre sens, tout ça pour éviter de nous montrer les détails de leur tenue ou de leur moto, alors qu'un petit coup de gomme aurait largement suffi pour effacer ces petits trucs-là, hein, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, vous, de votre côté? Eh bien voilà, c'est terminé pour ces petites anecdotes et ces petits savoirs plus ou moins utiles en fonction de ce que vous savez déjà, mais surtout un condensé de ce qu'on sait sur la série
et ce qu'elle nous apporte. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu de la faire, de l'écrire, de la penser et de faire tout le reste. Donc c'est le plus important bien sûr. Mais si vous avez apprécié, ce qui est important, c'est le pouce en l'air, c'est le commentaire pour dire oh, je t'ai trouvé magnifique, tu étais sublime dans cette vidéo. Franchement j'ai super apprécié, j'ai super kiffé. Par contre ça c'était de la merde. Bon faites ce que vous voulez, mais c'est bien de commenter, même si c'est pour m'insulter, attention, hein. C'est toujours utile pour moi. Bref, et vous abonner si pas déjà fait, parce que des fois c'est pas fait, des fois on n'est pas abonné, on se dit mais pourquoi on n'est pas abonné alors que je pourrais m'abonner à ce gars, il est sympathique. Bref, vous pouvez le faire ça aussi. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder. Donc prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.